Certaines nuits changent votre vie à jamais. Pour Gabriel, tout a commencé par le bruit de sa fille qui luttait pour respirer et une lettre de refus qui n'aurait jamais dû exister. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'entrer dans un imposant immeuble d'entreprise avec pour seul bagage une veste usée et un manteau rose dans les bras allait le plonger dans un monde auquel il n'était pas destiné à entrer et déclencher une série d'événements que personne n'aurait pu prévoir. C'est une histoire qui parle du courage trouvé dans des endroits inattendus, de choix qui résonnent à travers les années et de deux vies qui se rencontrent au moment où elles ont le plus besoin l'une de l'autre. Si vous êtes prêts, commençons. Un père célibataire pauvre a supplié pour obtenir les médicaments de sa fille. Ce que la PDG a découvert l'a laissé en larmes. Le premier son était celui que Gabriel redoutait le plus. Un sifflement faible et irrégulier, comme celui d'un petit oiseau battant des ailes contre une fenêtre fermée, provenait de la banquette arrière. Chloé essayait d'inspirer, mais l'air se brisait dans sa gorge, se fragmentant en halètements courts et désespérés. Gabriel sentit le son lui parcourir la colonne vertébrale. Tous ses instincts se réveillèrent. « Pas ce soir, s'il te plaît, pas ce soir. » Le vent fouettait la voiture alors qu'il se garait, les pneus crissant sur le bitume mouillé. La pluie martelait le toit, lourde et froide, du genre qui s'infiltre à travers les vêtements et les os. Avant même que le moteur ne s'arrête complètement, Gabriel était sorti du côté conducteur et avait ouvert la porte arrière. « Papa !» murmura Chloé d'une voix faible, écrasant chaque syllabe, tremblant sous l'effort. « Je te tiens !» souffla-t-il. Il la souleva, sentant la légèreté effrayante de son corps. Sa respiration s'échappait en halètement contre sa poitrine, court, s'affaiblissant rapidement. « Tiens bon, ma chérie, nous sommes arrivés. Tiens bon !» Les portes automatiques s'ouvrirent dans un sifflement stérile. Des lumières vives, le bip des moniteurs, le roulement lointain d'un brancard. Tout se précipita d'un coup. Les infirmières se retournèrent. L'une d'elles, une femme aux yeux fatigués et aux cheveux tirés en queue de cheval, leva brusquement la tête en entendant la respiration sifflante de Chloé. Une détresse respiratoire? Une crise aiguë? Gabriel appela d'une voix déjà brisée. Elle ne peut pas respirer. « Amenez-la ici », dit l'infirmière en faisant signe. Il allongea Chloé sur le lit, les doigts tremblants, malgré des années d'entraînement à rester calme. Masque à oxygène, bip du pulsomètre, ronronnement des machines qui s'échauffaient. Il ne pouvait qu'écouter sa respiration s'accélérer, le bruit des pas rapides autour d'elle, le médecin marmonnant quelque chose à propos de bronchodilatateurs. Puis vint un bruit. Il n'était pas préparé à cette pause. La pause d'un médecin qui avait déjà atteint la fin avant même que le début n'ait commencé. « Monsieur Walker », dit le médecin à voix basse en l'écartant. La voix du médecin était grave, lourde et trop familière. « Nous l'avons stabilisé pour l'instant. Mais je vais être honnête, sans le nouveau médicament, la prochaine crise pourrait être catastrophique. Elle pourrait ne pas s'en remettre. » C'était une phrase censée être cliniquement factuelle. Pourtant, elle le transperça comme du verre. Il sentit quelque chose se plier dans sa poitrine. Pas se briser, juste se plier. Le nouveau médicament, celui que l'assurance n'avait jamais approuvé, celui dont le prix semblait avoir été fixé pour des personnes vivant sur une autre planète. Il serra les mâchoires. Il prit une inspiration lente et douloureuse. « Que dois-je signer ?» murmura-t-il. Le médecin secoua doucement la tête. Il ne s'agit pas de signer, il s'agit de la couverture. La couverture, toujours ce mot. Un mot qui donnait l'impression que la vie était une facture que quelqu'un d'autre avait oublié de payer. 30 minutes plus tard, Gabriel se tenait à la caisse, Chloé endormie dans ses bras, sa respiration toujours ponctuée de petits sifflements irréguliers. L'employé imprima une feuille si longue qu'elle s'enroulait sur le comptoir comme un serpent. Il ne demanda même pas le montant. Le halètement qui lui échappa était involontaire. « Nous pouvons établir un plan de paiement », dit l'employé sans émotion. « Et le nouveau médicament ?» demanda-t-il doucement. Elle tapa une série de chiffres. Encore du clavier. Une pause. Il reconnut le rythme du refus. « Eh bien, dit-elle en s'éclaircissant la gorge, votre police est la moins chère. Le nouveau médicament n'est pas couvert. Il est considéré comme une option facultative. » Gabriel la fixa du regard. Facultative. Sa voix était à peine plus qu'un souffle. Elle ne peut pas respirer. « Je suis désolé, c'est le système. » Avant qu'il n'ait pu répondre, son téléphone vibra. Il baissa les yeux vers l'écran. Email. Demande refusée pour cause de conditions préexistantes. Assurance de niveau inférieur. Un son s'échappa de sa bouche, mi-incrédulité, mi-chagrin, mi-quelque chose qu'il ne pouvait nommer, car le nommer le rendrait réel. Il se détourna, déglutissant péniblement. Couverture minimale, système préexistant. Des mots qui décidaient de la vie
ou de la mort d'une petite fille. Lorsqu'ils arrivèrent chez eux, la pluie s'était transformée en une brume douce et froide. Leur appartement sentait légèrement le tapis humide et la vieille peinture, une odeur à laquelle ils s'étaient habitués, mais qu'ils n'avaient jamais cessé de vouloir faire disparaître. Il allongea Chloé délicatement sur le petit canapé, la couvrant du manteau rose délavé qu'elle aimait trop pour le remplacer. Le manteau portait encore son parfum de crayon de couleur à la vanille, avec une touche de shampoing à la fraise qu'il avait dilué en ajoutant de l'eau dans le flacon. Pendant son sommeil, sa respiration se stabilisa, mais sans jamais devenir tout à fait régulière. Toutes les quelques minutes, un petit hoquet soulevait ses épaules. Gabriel s'assit au bord de la table basse, les coudes sur les genoux, fixant la facture médicale. De l'encre noire, de longs chiffres. Une note en bas de page. Nouveau traitement recommandé non pris en charge. Il fixa la feuille jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Il se frotta le visage, sentant sa barbe naissante lui écorcher la paume. « Que suis-je censé faire, Chloé ?» Son regard se posa sur sa poitrine, qui se soulevait et s'abaissait avec difficulté, comme si elle menait un combat à chaque respiration. Il tendit la main et toucha le bord du manteau rose. Le tissu était usé et doux à force d'avoir été lavé pendant des années. Chloé insistait pour le porter même en été. « Ça me donne du courage, » disait-elle, « comme maman. » Et cela le bouleversait toujours. « Ma chérie, » murmura-t-il d'une voix brisée, « je vais régler ça. Je ne sais pas encore comment, mais je ne laisserai pas l'argent décider de ta vie. » Il n'y avait encore personne d'autre dans la pièce. Il baissa la voix, craignant presque que les murs ne le jugent pour avoir osé espérer. « Quelqu'un a pris cette décision, quelqu'un a signé ce refus, et je vais le trouver. » Il attrapa son téléphone, tapa le nom figurant sur la lettre de l'assurance, Hayes Aurelia Health Corporation, PDG Aurelia Hayes. Il cliqua sur le site web de l'entreprise. Des photos de tours de verre, de sol en marbre, de cadres souriants, un slogan sur l'innovation pour demain. Il expira bruyamment. L'innovation pour les riches, peut-être. Son pouce accéléra, sa respiration se stabilisa. Une clarté s'installa, dure et froide, ancrée dans l'amour et la peur. Si la personne qui a refusé la vie à ma fille n'est qu'un autre être humain derrière un bureau, murmura-t-il à voix basse, alors je l'affronterai moi-même. La décision était prise. Il rangea la facture, la lettre de refus et le manteau rose de Chloé dans son sac à bandoulière usé. Le matin n'était pas loin. Il ne dormit pas. Il attendit simplement que le ciel s'éclaircisse. À l'aube, il boutonna sa vieille veste, glissa le sac sous son bras, embrassa Chloé sur le front et sortit dans l'air glacial. La tour de verre de Hayes Aurelia émergeait de la brume matinale comme quelque chose d'un autre monde, polie, imposante, inaccessible. Mais Gabriel continua d'avancer. Il poussa les portes tournantes. Un léger bruit sourd retentit lorsque la porte se referma derrière lui, et c'est alors que le monde de marbre et de richesse tourna son regard vers l'homme vêtu d'un manteau rose. Le hall en marbre s'estompa derrière Gabriel lorsque les portes de l'ascenseur se refermèrent. Mais le son qui résonnait dans ses oreilles ne provenait pas du tout du bâtiment. C'était le souffle de Chloé, ses sifflements faibles et saccadés qui se répétaient dans son esprit comme un avertissement auquel il ne pouvait échapper. Il appuya sur le bouton de l'étage des réclamations. Les engrenages ronronnèrent doucement. Un carillon lointain résonna, mais un autre son vint s'y ajouter. Un son qu'il n'avait pas entendu depuis des années. Des craquements, des claquements, un rugissement s'élevant derrière les murs minces. Un souvenir qu'il avait passé 2 décennies à essayer d'enfouir refit surface sans pitié. Et soudain, il avait de nouveau 17 ans. À l'époque, la nuit sentait la fumée bien avant l'arrivée des sirènes. C'était en octobre 2004. Il faisait assez froid pour que les gens gardent leurs vestes près d'eux, mais pas assez pour que les enfants restent à l'intérieur. Gabriel se souvint être sorti du magasin avec un sandwich bon marché lorsqu'il entendit le premier cri. Au feu, quelqu'un appelait. Une vague de chaleur lui frappa le visage avant qu'il ne voie les flammes. Le vieil immeuble Roosevelt, 3 étages fissurés, des balcons en briques affaissées, brillait d'une lueur orange à ses fenêtres. Une femme hurlait depuis le trottoir. Quelqu'un d'autre a crié pour demander de l'eau, et par-dessus tout cela, sous le rugissement du feu, est venu le son qui l'a transpercé. Un enfant qui pleurait, une voix faible, terrifiée. Elle s'élevait au-dessus de tout, comme un signal qui lui était destiné. Il a fait un pas en avant, poussé par son instinct, mais un homme avec de la suie sur le front l'a tiré en arrière. « Gamin, n'y pense même pas », a-t-il lancé. Les escaliers s'effondrent, les pompiers seront là dans 5 minutes. Une autre voix cria. Quelqu'un dit qu'une petite fille était coincée au 2e étage.
le pouls de Gabrielle se mit à battre, à tout rompre dans sa poitrine. Le deuxième étage, juste au-dessus de l'ancienne buanderie. De la fumée s'échappait des fenêtres brisées, des braises tombaient comme de la neige enflammée. L'homme resserra son étreinte. « Si tu cours là-dedans, tu meurs. C'est aussi simple que ça. » Gabrielle regarda les flammes, regarda le bâtiment qui tremblait, regarda la foule, figée par la peur. Puis, il l'entendit à nouveau. Une toux, un sanglot, une supplication. « Si c'était ta sœur, dit-il, sa voix soudainement assurée, tu serais déjà à l'intérieur. » L'homme le fixa du regard. Gabrielle n'attendit pas de réponse. Il se libéra et courut. À l'intérieur du bâtiment, la fumée était vivante, épaisse, furieuse, lui griffant les poumons. La chaleur l'enveloppait comme un étau de fer. Il se baissa, se souvenant de quelque chose qu'il avait entendu dans une vidéo de sécurité à l'école. Resté sous la fumée, le couloir gémissait. Un panneau se brisa quelque part au-dessus. Il toussa si fort que ses côtes lui faisaient mal, mais il continua d'avancer. « Bonjour » cria-t-il. « Où êtes-vous » Une petite voix répondit, brisée par la panique. « Ici, je suis ici. » Il la suivit, enjambant les débris, s'agrippant au mur pour rester debout. Ses yeux brûlaient, sa gorge le piquait. Mais alors, il la vit. Une petite fille de 8 ans, le visage tremblant et couvert de suie, recroquevillée dans un coin à côté d'une poutre effondrée. Son petit manteau rose était enroulé autour d'elle, mais une manche était déchirée et noircie. Quand elle le vit, elle murmura « Je ne peux pas sortir. »« Tu vas sortir, » dit-il en s'abaissant à son niveau. « Je suis là maintenant. » Elle retint son souffle. Il souleva le manteau pour vérifier qu'elle n'avait pas de brûlure, puis le remit rapidement sur ses épaules. « Passe tes bras autour de mon cou, » dit-il. « Tiens-toi bien. » Elle s'accrocha immédiatement à lui. Ses petits doigts agrippèrent sa veste avec une confiance désespérée. Quand il se leva, des débris tombèrent derrière lui. Un craquement retentit et le plafond commença à s'effriter. « Accroche-toi, » dit-il d'une voix rauque. « Je te tiens. » Le couloir semblait plus long à la sortie. Les flammes, plus violentes, léchaient les murs. La chaleur devenait plus intense, lui brûlant le dos. Chaque respiration était douloureuse, mais les battements du cœur de la fillette contre sa poitrine le poussaient à avancer rapidement, avec détermination. Quand ils atteignirent la cage d'escalier, une partie s'était effondrée. Il se figea pendant une demi-seconde. Puis le bâtiment trembla à nouveau. « Pas le choix », murmura-t-il. Il sauta, ses pieds heurtèrent le palier inférieur. Une douleur intense lui parcourut la jambe gauche, mais il ne s'arrêta pas. Il courut et franchit la porte d'entrée. L'air nocturne le frappa comme une vague glaciale. Les gens haletaient. Quelqu'un cria. Il n'entendait rien clairement. Le seul son qui lui parvint était les sanglots de la petite fille qui se transformaient en respiration. De vraies respirations contre sa poitrine. Il l'assit doucement. Ses genoux tremblaient, mais elle resta debout. Une femme se fraya un chemin à travers la foule. Ses talons claquants, sa robe scintillant à la lueur du feu. Ses cheveux étaient coiffés d'une manière qui indiquait qu'elle venait d'un milieu élégant, coûteux. Elle tremblait si fort que ses boucles d'oreilles cliquetaient. « Anna !» cria-t-elle. La petite fille releva brusquement la tête. Aurélia, sa sœur aînée. Aurélia, alors âgée de 25 ans, tomba à genoux et serra Anna dans ses bras. Le son qui sortit de sa poitrine était à la fois un sanglot et une prière. Gabrielle recula instinctivement pour leur laisser de l'espace. Les pompiers affluèrent derrière lui, traînant des tuyaux, criant des ordres, mais le chaos autour de lui s'estompa. Les seuls sons qu'il percevait vraiment étaient les voix en larmes des filles, vivantes, saines et sauves. Un policier se tourna vers Gabrielle. « Fiston, comment tu t'appelles ? Il nous faut… » Gabrielle toussa violemment. La fumée s'était profondément infiltrée. Il essaya de parler, mais aucun mot ne sortit. Juste une autre quinte de toux, puis une autre. Le policier tendit la main vers lui, mais Gabrielle secoua la tête. La foule se rapprochait, les appareils photos clignotaient, les gens pointaient du doigt. Il détestait la foule, détestait attirer l'attention. Et puis, il n'avait pas besoin de remerciements. L'enfant était en sécurité. Cela lui suffisait. Il s'éloigna donc en boitant, serrant ses côtes, disparaissant dans l'obscurité de la rue. Il ne remarqua pas que son médaillon était tombé. Il ne l'entendit pas tinter sur le trottoir près du pneu de l'ambulance. Il ne vit pas Aurélia se retourner brusquement au bruit, les yeux écarquillés. Elle le ramassa. Un simple médaillon métallique rayé et cabossé. Pas de ruban, pas d'éclat. Juste 3 mots gravés pour son courage. G. Walker. Aurélia leva les yeux, scrutant les visages, scrutant les ombres. Mais le garçon qui avait sauvé sa sœur avait déjà disparu. De retour dans le présent, Gabrielle cligna des yeux lorsque l'ascenseur sonna doucement et que les portes s'ouvrirent. Le souvenir s'estompa, mais l'odeur de fumée, imaginaire ou non,
lui restait encore en tête. Il fit un pas en avant. Il ne savait pas que, à un autre étage, dans une autre aile du même bâtiment, la femme qu'il avait sauvée autrefois était sur le point de revenir dans sa vie. Le froid de l'extérieur s'accrochait encore à la veste de Gabriel alors qu'il s'enfonçait dans le hall d'entrée de Hayes Aurelia Health. L'air ici semblait différent. Une atmosphère stérile et coûteuse, empreinte d'une sorte de confiance tranquille qui n'appartenait pas à des gens comme lui. Même le sol sous ses chaussures semblait le rejeter. Le marbre lisse et poli faisait écho à chacun de ses pas hésitants. Il ajusta la bandoulière de son sac à bandoulière usé. Le manteau rose à l'intérieur effleura son coude, lui rappelant pourquoi il était là. Le petit corps qui dormait seul à la maison, respirant de manière irrégulière pendant la nuit. Il prit une inspiration forcée. Reste calme, demande de l'aide, n'explose pas. Une douce mélodie classique flottait depuis des haut-parleurs cachés au-dessus de sa tête, quelque chose d'élégant et de contrôlé. Cela rendait le bruit irrégulier de ses chaussures éraflées encore plus évident. Les conversations dans le hall s'estompèrent lorsqu'il passa. Un couple vêtu de beaux manteaux d'hiver leva les yeux de son café. 2 cadres interrompirent leur rire. Une femme avec un sac de marque s'éloigna d'un demi-pas de lui, comme si sa présence était une souillure. Gabriel n'était pas étranger à ce sentiment, mais aujourd'hui, il était plus vif. Un agent de sécurité s'approcha, avec son sourire professionnel et ses yeux perçants. « Monsieur, puis-je vous aider ? Je suis ici pour une demande d'indemnisation », dit Gabriel, en essayant de garder un ton neutre. Elle a été refusée. « J'ai besoin de parler à quelqu'un qui puisse m'expliquer pourquoi. » Le sourire de l'agent s'est estompé. Le service des demandes d'indemnisation se trouve au 3e étage, mais les rendez-vous avec les cadres doivent être pris à l'avance. « Je ne suis pas ici pour voir un cadre, » répondit Gabriel. « Juste quelqu'un qui puisse corriger une erreur. » L'agent lui fit signe de se diriger vers la réception. « Allons d'abord voir à la réception. » Gabriel se dirigea vers le comptoir, sentant les regards posés sur lui. La réceptionniste, une jeune femme aux cheveux impeccables et portant un badge qui coûtait plus cher que ses courses hebdomadaires, leva les yeux. « Oui, » dit-elle d'un ton froid et sec. « Je dois parler à quelqu'un au sujet d'une demande refusée, » répéta-t-il. « Ma fille, monsieur » l'interrompit-elle poliment mais fermement. « Nous ne traitons pas les demandes de remboursement à ce comptoir. » Il déglutit. « Je ne vous demande pas de le faire. Je cherche quelqu'un qui pourra m'expliquer pourquoi le médicament qui sauve la vie de ma fille n'est pas pris en charge. Monsieur, ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. » Elle posa délicatement la lettre de refus sur le comptoir. Son médecin a dit qu'elle pourrait mourir sans ce nouveau médicament. Et votre lettre mentionne un plan de bas niveau. Je veux comprendre comment une enfant de 7 ans se retrouve dans une catégorie qui décide si elle va respirer ou non. Elle se raidit et jeta un coup d'œil au gardien de sécurité. Veuillez baisser la voix. Je ne l'élève pas. Vous mettez les clients mal à l'aise. Il la regarda avec incrédulité. Mal à l'aise ? Elle acquiesça calmement. C'est le hall d'une entreprise, pas un centre d'appel sans rendez-vous. Le gardien s'approcha. Gabriel sentit la chaleur monter dans sa poitrine. Ce n'était pas de la colère, mais cette horrible impuissance familière qui le submergeait toujours lorsque quelqu'un muni d'un badge brillant avait le pouvoir de décider de son sort. Il tenta néanmoins à nouveau sa chance. « Écoutez, je ne suis pas ici pour causer des problèmes. J'ai juste besoin que quelqu'un, n'importe qui ayant l'autorité nécessaire, m'explique la situation. » L'autorité. La réceptionniste eut un petit rire. « Monsieur, les gens ne peuvent pas simplement entrer ici et demander à parler à quelqu'un ayant l'autorité nécessaire. Savez-vous combien de personnes nous voyons chaque jour ? Probablement moins que celles dont les enfants ne peuvent pas respirer la nuit, dit-il doucement. Elle cligna des yeux un instant, prise au dépourvu, mais pas assez. Cette question nécessite un rendez-vous, et vous devez remplir les formulaires appropriés. Derrière eux, l'ascenseur sonna. Tout le monde dans le hall se redressa. La réceptionniste changea instantanément de posture, polie, alerte, presque révérencieuse. Le garde se tourna légèrement, le menton levé. Gabriel jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Les portes s'ouvrirent. Une femme en sortit d'un pas assuré, le visage calme, vêtue d'un tailleur taillé à la perfection. Ses talons claquaient doucement sur le marbre. Sans même essayer, elle attira l'attention de toute la salle. Aurelia Hayes. Gabriel ne savait pas encore que ce nom lui appartenait, mais il reconnut l'atmosphère qui l'entourait, le silence, le respect instinctif, le calcul silencieux des gens, se demandant s'ils étaient visibles ou invisibles à ses yeux. La voix de la réceptionniste s'égaya. « Bonjour, Madame Hayes. »« Bonjour », répondit Aurelia sans ralentir le pas. Son ton était doux, presque apaisant dans sa précision. La réceptionniste fit un petit signe en direction de Gabriel.
Ce n'est qu'un petit incident, mademoiselle Hayes. Vous n'avez pas à vous en préoccuper. Gabrielle se raidit. Un incident? Il ne criait pas. Il n'était même pas tout près. Il était juste pauvre. Apparemment, cela suffisait. Aurélia ralentit, se retournant enfin pour regarder. Son regard balaya sa veste, le col usé, les coutures effilochées près de l'épaule. Puis le sac, dont le coin du manteau rose dépassait. Son regard se posa sur ses chaussures, boueuses sur les bords à cause de la pluie et du vieux trottoir. Il s'attendait à un jugement ou à un rejet, mais ce qu'il obtint à la place était quelque chose de plus froid. La neutralité, comme s'il n'était qu'un simple élément. « Non » demanda-t-elle. « Gabrielle Walker » répondit-il. « Je suis ici parce que la demande de ma fille a été refusée. » Elle tapota la tablette qu'elle tenait dans sa main. De rapides mouvements de doigts, un petit froncement de sourcils. « Walker, Chloé Walker, demande refusée en raison d'une assurance de bas niveau. » Elle hocha la tête une fois, satisfaite. « C'est exact, exact, » répéta-t-il. Son médecin a dit « Monsieur Walker, » dit-elle doucement mais fermement, « je suis désolée que votre fille soit malade. Vraiment, mais nous ne sommes pas une organisation caritative. Nos politiques sont claires. » Il sentit quelque chose se tordre en lui. « L'état de santé de ma fille n'est pas une politique, » dit-il doucement. « C'est sa vie. » « C'est peut-être vrai, » répondit-elle, « mais la pression émotionnelle ne peut pas changer la couverture. Nous suivons des directives, pas la culpabilité. » Un murmure parcourut le hall. Un couple échangea des regards. Quelqu'un marmonna « dramatique ». Gabrielle inspira brusquement. « Je n'essaie pas de culpabiliser qui que ce soit. »« Alors comprenez ceci, » dit-elle d'un ton sec. « Si le système refuse quelque chose, cela signifie que les critères n'ont pas été remplis. Rien de plus. » Il la fixa du regard. « Donc, c'est votre système qui décide qui a le droit de vivre. Et vous, à sa place, vous auriez fait quoi? Dites-le-moi en commentaire, je lis tout. » Ses paupières clignèrent de manière presque imperceptible, mais sa voix resta froide. « S'il vous plaît, n'utilisez pas la maladie de votre fille pour exiger un traitement préférentiel. Ce n'est pas juste pour les milliers d'autres patients. » Préférentiel? Il eut un petit rire sans humour. « Je ne demande pas de traitement spécial. Je demande une chance équitable d'avoir un médicament qui fonctionne. » Elle détourna le regard, puis fit un signe de tête aux gardes. « Aidez Monsieur Walker à trouver la sortie. Nous avons des rendez-vous qui arrivent. Je n'ai pas fini, » dit-il. « Oui » répondit-elle doucement. « Vraiment ?» Alors que le garde lui prenait le bras, quelque chose glissa du sac de Gabrielle. Un cliquetis métallique résonna dans le hall. Un bruit sec, distinctif, surprenant dans le silence immaculé. Aurélia se retourna. Le son la frappa comme un souvenir qu'elle n'avait pas invité. Sur le sol en marbre, un petit médaillon tourna une fois, deux fois, puis s'immobilisa. Elle inspira brusquement, mais Gabrielle ne vit pas son expression. Il était déjà poussé vers les portes vitrées, le manteau rose pressé contre sa poitrine, comme une promesse qu'il refusait de rompre. Pendant un instant, Aurélia n'entendit plus le hall, ni les talons qui claquaient derrière elle, ni le doux bourdonnement de la musique classique au-dessus de sa tête, ni même la réceptionniste qui chuchotait nerveusement dans son casque. Tout ce qu'elle entendait, c'était le bruit du métal tournant sur le marbre, un son caractéristique qui brisait 20 ans de silence et ouvrait une partie d'elle-même qu'elle avait gardée cachée. Le métal s'immobilisa sur le côté, puis tomba à plat avec un dernier petit bruit sourd. Aurélia resta immobile, le souffle coupé d'une manière qu'elle ne s'autorisait pas en public, pas devant le personnel. Pourtant, quelque chose en elle bougea, quelque chose d'ancien, quelque chose qu'elle pensait avoir enfoui sous des décennies d'ambition professionnelle et de contrôle. Elle s'accroupit lentement, ramassa l'objet, chaud, grâce à la lumière du hall, lourd d'une manière familière, les bords rayés par le temps. Non, ce n'est pas possible. En le retournant, son cœur fit un bond. Pour son courage, G. Walker, Roosevelt Middle School. Si cette injustice vous serre la gorge, laissez un like. Ça aide vraiment la vidéo à être vue. Ses doigts tremblaient. Pas suffisamment pour que la réceptionniste le remarque, mais assez pour que son poignet pulse contre le métal. Le monde autour d'elle s'estompa dans un faible bourdonnement. Ce nom, Walker, mon Dieu, toutes ces années. Sa gorge se serra lorsqu'un souvenir vif et impitoyable l'envahit. Elle entendit d'abord la toux d'Anna, la toux saccadée et étouffée d'un enfant tiré d'un cauchemar, puis les cris des pompiers, puis l'officier appelant les ambulanciers. Mais plus fort que tout cela, il y avait sa propre voix qui pleurait, suppliait, implorait. « Anna, s'il te plaît, ouvre les yeux. » Sa petite sœur dans ses bras, la suie recouvrant ses joues, la manche de son manteau rose brûlée sur le bord.
La robe d'Aurélia, déchirée à l'ourlet là où elle était tombée, se précipitant vers les flammes. « Elle respire », dit quelqu'un. « Elle respire ». Leur mère pressa son front contre celui d'Anna. Le soulagement l'envahit si vite qu'elle faillit s'évanouir, puis elle entendit un bruit, un cliquetis métallique. Elle jeta un coup d'œil sur le côté juste à temps pour voir quelque chose tomber de la main du garçon qui toussait et qui avait porté Anna hors du feu. Elle leva les yeux, mais il boitait déjà dans le chaos, disparaissant entre la foule et les sirènes. « Hé !» appela-t-elle faiblement. « Attendez, il ne s'est pas retourné. » Elle ramassa le métal, simple, cabossé, sans ruban, avec seulement les mots gravés pour son courage. Elle le serra contre sa poitrine et murmura « Je te retrouverai ». Mais elle ne le fit jamais. Debout dans le même bâtiment, après avoir passé des décennies de sa vie à contrôler Aurélia Hayes, elle sentit cette promesse oubliée la brûler comme une fusée éclairante. Elle se redressa, serrant le métal. « Était-ce à lui ?» demanda timidement la réceptionniste. « Dois-je l'enregistrer comme objet perdu ?» Aurélia ne répondit pas. Ses yeux étaient toujours fixés sur la surface métallique marquée par des années de suie et de fumée. La réceptionniste réessaya. « Madame Hayes ». Aurélia leva enfin les yeux, la voix basse et calme. « Quel était le nom de l'homme que vous avez escorté dehors ?» La réceptionniste cligna des yeux. « Oh, Gabriel Walker, le père de la demande rejetée. Gabriel Walker !» Elle répéta le nom dans sa tête, goûtant au choc, à l'incrédulité et à quelque chose de dangereusement proche de la crainte. Walker, J. Walker. Son pouls battit une fois, deux fois, puis se stabilisa avec précision. Elle se tourna brusquement vers le garde. « Où est-il maintenant ?»« Devant le bâtiment, madame. Il vient de partir. » Elle n'attendit pas d'autres explications. Elle se moquait des regards. Aurélia Hayes, la femme connue pour son élégance, sa posture parfaite, sa démarche glissante plutôt que sautillante, poussa les portes du hall et sortit dans le froid sans manteau. Des flocons de neige tombèrent sur son tailleur, fondant instantanément. Mais elle ne sentait pas le froid. Tout ce qu'elle voyait, c'était la silhouette floue de l'homme qui s'éloignait. Dehors, Gabriel était à mi-chemin dans les escaliers, le manteau rose sous le bras, l'autre main agrippant la sangle de son sac. Ses épaules étaient tendues, abattues, mais pas brisées. Le genre de posture qu'un homme adopte lorsque la vie lui en a déjà trop fait subir. Il n'entendit pas la porte s'ouvrir. Il n'entendit pas ses talons claquer sur la pierre. Il n'entendit que M. Walker attendait. La voix était aiguë, urgente, et ne ressemblait en rien au ton calme qu'elle avait utilisé à l'intérieur. Gabriel s'arrêta. Lentement, il se retourna. Aurélia s'approcha, son souffle formant un nuage dans l'air hivernal, une rare nervosité se lisant sur son visage. Le garde se tenait derrière elle, ne sachant pas s'il devait intervenir. « Monsieur Walker », répéta-t-elle, essoufflée. « S'il vous plaît », dit-il perplexe, sur la défensive. « Vous avez été clair tout à l'heure. »« Oui », murmura-t-elle. « Et je regrette chaque mot », dit-elle en tendant le métal. Gabriel se figea. Ses yeux s'écarquillèrent, non pas parce qu'il la reconnaissait, mais à cause de l'objet qui reposait dans sa paume. « Je pense que cela vous appartient », dit-elle doucement. Il tendit la main, hésitant avant de le prendre. Son pouce effleura la gravure. « Je l'ai perdu il y a longtemps », murmura-t-il. « Je pensais qu'il était perdu pour toujours. » Elle ravala sa salive, la voix à peine stable. « En aviez-vous un autre comme celui-ci » Il acquiesça. « 2, un de l'école. 1. Eh bien, je l'ai laissé tomber le soir de l'incendie, il y a des années. » Elle retint son souffle. « Vous vous souvenez donc du bâtiment » dit-elle prudemment. Sur la 112e rue, en octobre 2004. Les yeux de Gabriel se plissèrent légèrement. Pas méfiant, mais prudent, comme quelqu'un qui replonge dans un souvenir encore douloureux. « Je me souviens de la fumée » dit-il doucement. « Une fille qui pleurait au 2e étage, un manteau rose. Je me souviens avoir couru. » La voix d'Aurélia se brisa avant qu'elle ne parvienne à la contrôler. Cette fille était ma sœur, Anna. Gabriel cligna des yeux. Le bruit de la rue s'estompa. « Toi » murmura-t-il, « c'est toi qui criais son nom. » Elle acquiesça d'un petit mouvement fragile. « Oui. » Le vent soufflait entre eux, transportant le faible sifflement des voitures qui passaient. Aélia inspira, tremblante. « Je t'ai cherché pendant 20 ans. » Gabriel baissa à nouveau les yeux vers le métal, ce minuscule morceau de métal qui avait survécu au chaos du feu et au temps. Il la regarda à nouveau. « Je ne m'y attendais pas », commença-t-il, mais les mots lui manquèrent. Aucun des deux ne parla pendant plusieurs secondes. Puis Aurélia le regarda droit dans les yeux, la voix rauque. « Je t'ai traité comme un problème aujourd'hui, » dit-elle. « Alors qu'en réalité, c'est grâce à toi que ma sœur est en vie. Et je n'en avais aucune idée. » Gabriel la regarda, stupéfait. La neige s'accumulait sur ses épaules.
Elle ne la balaya pas. Ses mots suivants étaient calmes, mais portaient le poids de quelque chose qui se brisait et de quelque chose qui commençait en même temps. « S'il te plaît, reviens avec moi à l'intérieur. Laisse-moi réparer au moins une chose aujourd'hui. » Gabriel hésita, mais la sincérité dans sa voix, mêlée de choc, de regret et de quelque chose de plus profond, le retint. Aurélia ajouta d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Pas de garde, pas de public, juste nous, juste la vérité. » Le vent s'arrêta. Le monde semblait retenir son souffle. Et c'est à ce moment-là que Gabriel réalisa que ce n'était pas la même femme qui l'avait renvoyé quelques minutes auparavant. C'était la femme qui avait cherché un fantôme pendant 20 ans. La neige crissait sous les talons d'Aurélia, alors qu'elle traversait la place, poursuivant l'homme à qui elle devait, sans le savoir, toute sa vie. Le métal était lourd dans sa main, presque plus chaud que sa peau, comme si le souvenir du feu vivait encore en lui. « Monsieur Walker, s'il vous plaît », appela-t-elle à nouveau, mais cette fois, sa voix n'était pas autoritaire. Elle n'était ni polie ni répétée. Elle véhiculait quelque chose qu'elle s'autorisait rarement à ressentir. L'urgence, la vulnérabilité, la gratitude mêlée de regret. Gabriel s'arrêta à mi-chemin dans les escaliers, se retournant juste assez pour la voir s'approcher. Le vent tirait sur sa veste, faisant effleurer doucement les bords lâches du manteau rose contre son bras. Il ne fit pas un pas vers elle, mais il ne s'éloigna pas non plus. Aurélia ralentit en s'approchant de lui, son souffle visible dans l'air froid. « Je suis désolé pour tout à l'heure, pour tout. » Il l'observa, prudent et méfiant. « Tu ne semblais pas désolé il y a 10 minutes. »« Je sais, » admit-elle doucement. « Et c'est exactement pour ça que je devais t'arrêter. » Elle leva le métal. Les yeux de Gabriel brillèrent d'une lueur vive, de choc, de nostalgie, peut-être même de douleur. Il tendit la main, le prit délicatement dans sa main, le retourna comme pour confirmer qu'il était bien là. « Je pensais l'avoir perdu, » murmura-t-il. « Je ne m'attendais pas à le revoir. » Aurélia hésita. « Il est tombé de votre sac. » Et quand je l'ai ramassé, elle s'interrompit, les mots s'embrouillant dans sa gorge. Elle n'avait pas l'habitude de s'expliquer, ni à ses employés, ni à des étrangers, ni même à elle-même. Mais là, c'était différent. Gabriel attendait, toujours perplexe, toujours distant. Elle réessaya donc d'une voix plus douce, plus assurée. « Vous en avez 2 ?» Son expression changea, intriguée par cette question étrange. « Oui, un de l'école, un de cette nuit-là. » Un petit soupir s'échappa de ses lèvres. Soulagement, choc. « Le feu, » dit-elle. Gabriel se raidit à ces mots, mais il ne l'interrompit pas. Aurélia glissa une mèche de cheveux derrière son oreille. Un geste qu'elle n'avait pas fait depuis l'âge de 25 ans, terrifiée, debout devant le bâtiment en feu, le cœur battant à tout rompre. « Tu as sauvé une petite fille cette nuit-là, » continua-t-elle. Une fillette de 8 ans, avec un manteau rose, coincé au 2e étage. Son regard se posa sur le manteau qu'il tenait dans ses bras. La même couleur, le même tissu, l'histoire se superposant de manière trop douloureuse et trop parfaite. « Oui, » dit-il doucement, « je me souviens d'elle. C'est ma sœur. » Aurélia respira. « Anna. » C'est moi qui ai crié son nom depuis le trottoir. Pendant un instant, aucun d'eux ne bougea. Le vent effleurait les bords de leur manteau, mais ils ne sentaient pas le froid. Les bruits de la ville s'atténuèrent derrière le souffle de leur respiration. Gabriel déglutit, la voix rauque. « Je ne savais pas. Tu n'étais pas censé le savoir, » répondit-elle. « Tu étais parti avant que je puisse te parler, avant même que je comprenne ce qui s'était passé. » Il cligna des yeux en regardant le métal. « Tu as gardé l'autre pendant 20 ans, » murmura-t-elle. « Je l'ai emporté partout avec moi, à chaque réunion, chaque voyage d'affaires, chaque mauvaise journée. Il me rappelait à quoi ressemblait le vrai courage. Il lui rappelait qu'elle devait tout à quelqu'un. » Gabriel détourna le regard, mal à l'aise face à cette gratitude qu'il n'avait pas demandée. N'importe qui aurait fait la même chose. « Non, » dit-elle fermement en s'approchant. « Il ne l'aurait pas fait. Ce bâtiment s'effondrait. Les gens vous criaient de rester à l'écart. Vous avez entendu un enfant pleurer et vous avez couru quand même. Ce n'était pas le hasard, c'était votre caractère. » Il ouvrit la bouche, puis la referma. Sa poitrine se soulevait au rythme d'une respiration lente et irrégulière. Il ne savait pas quoi faire de ces éloges, surtout venant de quelqu'un dont le monde n'avait rien à voir avec le sien. Pendant un moment, ils restèrent tous deux silencieux. Puis, Aurélia parla d'une douceur qui la bouleversa plus que le froid. « Je t'ai traité comme si tu n'étais rien dans ce hall, alors que tu étais la personne que j'avais prié de trouver pendant la moitié de ma vie. » Ces mots le frappèrent en plus durement que toutes les insultes qu'elle lui avait lancées auparavant. Il baissa à nouveau les yeux vers le métal, son pouce suivant les contours de la gravure. Le passé et le présent se heurtaient trop vite, trop douloureusement. Il ne savait pas où les placer. Elle expira,
rassemblant tout le courage qui lui restait. « S'il te plaît, reviens avec moi à l'intérieur. Laisse-moi au moins m'excuser correctement. Laisse-moi m'asseoir avec toi sans sécurité, sans public. Juste deux personnes liées par quelque chose qu'aucun de nous ne comprenait jusqu'à présent. » Gabriel resta immobile. Un bus passa dans la rue, ses pneus sifflant sur la neige fondue. Deux cadres se dépêchèrent de passer, chuchotant derrière leur col relevé. Le monde continuait de tourner, mais tout entre eux semblait suspendu, retenu par le fil mince et tremblant de la vérité. Il finit par parler, d'une voix basse. « Oh, pourquoi maintenant ?» Aurélia cligna des yeux. « Que voulez-vous dire ? Pourquoi est-ce important pour vous maintenant ?» dit-il. « Je suis toujours le même homme que vous avez rejeté. Ma fille est toujours la même enfant à qui vous avez refusé des médicaments. Qu'est-ce qui a changé ?» Son honnêteté la frappa de plein fouet. Elle ne détourna pas le regard. « Parce que je pensais que vous étiez un étranger, dit-elle. Et je vous ai traité comme tel. Mais vous ne l'êtes pas. Vous êtes la personne qui a façonné toute ma vie sans même connaître mon nom. Et je... » Sa voix se brisa. « Je vous ai simplement mise à la porte de mon immeuble comme si vous étiez une nuisance. » Une rafale de vent souffla entre eux, mais aucun des deux ne bougea. Gabriel serra les mâchoires, non pas de colère, mais sous le poids de quelque chose qui commençait à changer. Les mots suivants d'Aurélia furent presque un murmure. « Je ne peux pas effacer ce qui s'est passé il y a 20 minutes, mais je peux choisir ce que je ferai pendant les 20 prochaines. » Finalement, Gabriel acquiesça. Pas de manière exagérée, ni dramatique, mais suffisamment. Aurélia se détendit. Elle fit un geste vers les portes vitrées qui brillaient derrière elle. « S'il vous plaît, parlons à l'étage. Sans garde, sans pression, juste la vérité. » Il ajusta le manteau de Chloé sous son bras. « D'accord, » dit-il doucement. « Montrez-moi le chemin. » Alors qu'il retournait vers le bâtiment, Gabriel ne vit pas la réceptionniste figée sous le choc, ni le garde qui semblait soulagé, ni la neige qui s'accumulait sur la pierre comme un nouveau départ. Mais il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des semaines. Une possibilité. Et il ne se doutait pas que le fait de rentrer à l'intérieur déclencherait une réaction en chaîne qu'aucun d'eux ne pouvait prévoir. Abonnez-vous, parce que ce qui va suivre va dépasser tout ce qu'ils imaginent, et vous aussi. Les portes de l'ascenseur se refermèrent dans un léger soupir, enfermant Gabriel et Aurélia dans un cocon de silence. L'air à l'intérieur bourdonnait faiblement, un souffle mécanique qui remplissait le silence entre eux. Au début, aucun des deux ne parla. Gabriel garda une main sur la sangle de son sac, effleurant le coin du manteau rose de Chloé, comme pour se rappeler pourquoi il était là. Aurélia tenait sa tablette contre sa poitrine, les doigts serrés plus fort qu'elle ne le réalisait. Leurs reflets flottaient dans les parois miroitantes de l'ascenseur. Deux personnes qui n'auraient jamais dû se croiser se tenaient désormais si près l'une de l'autre que la vérité entre elles semblait presque trop bruyante. Lorsque les portes s'ouvrirent à l'étage de la direction, l'atmosphère changea. La moquette étouffait chaque pas, le léger cliquetis des thermostats qui s'ajustaient, le murmure lointain des imprimantes. Ici, tout était feutré, soigné, coûteux. Aurélia le conduisit dans une salle de conférence aux parois vitrées donnant sur la ville. La neige tourbillonnait derrière les fenêtres, de doux flocons emportés par le vent et tournoyant vers le sol comme de minuscules murmures. À l'intérieur, la longue table s'étirait entre eux comme une frontière qu'aucun des deux ne savait franchir. Aurélia lui indiqua un siège. « Asseyez-vous, je vous prie. » Gabriel hésita avant de s'asseoir. La chaise était trop moelleuse, trop raffinée, trop étrangère à son univers. Il se pencha en avant au lieu de s'adosser, les coudes posés sur les genoux, les doigts entrelacés. Aurélia s'assit en face de lui, dans une posture à la fois assurée et incertaine. Pour une fois, elle ne dominait pas la pièce. « Monsieur Walker, » commença-t-elle d'une voix calme mais douce, « je sais que nous avons beaucoup de choses à discuter, mais je veux d'abord entendre votre version des faits. Pas celle qui figure dans le dossier, mais la vôtre. » Gabriel inspira lentement. Il ne faisait pas facilement confiance, ni au système, ni aux bâtiments rutilants, ni aux gens qui n'avaient jamais ressenti la douleur sourde de devoir choisir entre payer leur loyer et acheter des médicaments. Mais la sincérité dans ses yeux n'était pas feinte. Elle n'était pas professionnelle. Elle était personnelle. Il commença donc. « Ce n'était pas seulement l'incendie, dit-il doucement. Cette nuit-là ne s'est pas terminée quand j'ai sorti votre sœur. » Aurélia se pencha en avant, serrant son verre d'eau entre ses doigts. « Ma famille a dû quitter le quartier. La fumée avait détruit notre appartement. L'assurance ne couvrait pas suffisamment les frais de reconstruction. Nous avons déménagé à l'autre bout de l'État. Je ne suis pas retourné à l'école pendant des mois. » Les souvenirs transparaissaient dans sa voix, rugueuse et réelle. « Les poumons de mon père ne se sont jamais remis de la fumée.
Il travaillait dans le bâtiment. 1 an plus tard, il s'est effondré sur un chantier. Nous l'avons emmené d'urgence aux urgences. Il fit une pause, déglutissant péniblement. Ils ont dit qu'il avait besoin d'un nouveau médicament respiratoire. Il était expérimental, mais prometteur. Nous n'avions pas les moyens de le payer. L'assurance l'a refusé. Il serra les mâchoires. Il est mort la semaine suivante. Aurélia retint son souffle. « Gabriel, je suis vraiment désolé. » Il acquiesça, les yeux fixés sur la table. « J'ai quitté l'école pour aider ma mère. J'ai accepté tous les emplois que je pouvais trouver. Plongeur, travail en magasin, travail de nuit. Quand j'ai enfin trouvé un emploi stable, j'ai rencontré Léna. » Une petite douceur douloureuse toucha sa voix à ce nom. C'était la personne la plus gentille que j'avais jamais connue. Elle riait de tout, même de mes mauvaises blagues. Léna est tombée malade, un virus qui s'est transformé en pneumonie. L'hôpital a dit qu'elle avait besoin du nouveau traitement antiviral, mais l'assurance a retardé l'autorisation. Des questions de coût, des problèmes d'autorisation. Il expira brusquement, le son tremblant. Au moment où ils ont donné leur accord, Léna était déjà sous assistance respiratoire. Une pause. Elle ne s'est jamais réveillée. Aurélia porta la main à sa bouche. Cette fois, elle ne cacha pas son émotion. Gabriel. Il leva les yeux vers elle, le regard brut mais déterminé. Et puis, des années plus tard, Chloé a développé la même maladie respiratoire. Et me voilà de nouveau à me battre contre la paperasse plutôt que contre la maladie. Le silence envahit la pièce, lourd de chagrin. Aucun d'eux ne pouvait y échapper. Quand Aurélia prit enfin la parole, sa voix tremblait. « Je ne savais pas, je ne savais rien de tout cela. » Il haussa les épaules, fatigué. « Vous n'étiez pas censé le savoir. Les gens comme moi, nous ne touchons pas les gens comme vous. » Ses yeux brûlaient, mais aujourd'hui, vous l'avez fait. Il ne répondit pas. Non pas parce qu'il n'était pas d'accord, mais parce que l'admettre rendrait ce moment plus lourd qu'il n'était prêt à le supporter. Aurélia prit une lente inspiration. « Je veux aussi vous dire quelque chose à propos de mon côté. » Gabriel acquiesça. Elle baissa les yeux vers ses mains, comme pour les stabiliser. « Après l'incendie, mon père a racheté tout le quartier brûlé. L'indemnité d'assurance, la valeur du terrain, les marges bénéficiaires, tout cela était trop intéressant pour être ignoré. Il y a construit des appartements de luxe. Il m'a toujours dit que c'était une affaire intelligente. » Sa voix baissa. Mais chaque fois que j'entrais dans l'un de ces immeubles, je sentais l'odeur de la fumée. Même quand il n'y en avait pas, j'avais l'impression que notre succès reposait sur des cendres. Gabriel observait son expression indéchiffrable. Quand il est décédé, elle continua. « Je suis devenu PDG. Je voulais prouver que je n'étais pas comme lui. Je voulais aider les gens. Du moins, c'est ce que je me disais. » Elle eut un petit rire sans humour. Puis, à un moment donné, j'ai remplacé l'aide aux gens par la recherche de résultats. J'ai recherché l'efficacité, l'optimisation, le profit. J'ai construit un système si rigide qu'il étouffait. Elle leva les yeux vers lui. « Et ce sont les gens comme vous qui étouffent les premiers. » Gabriel ne répondit pas, mais son regard s'adoucit légèrement. Aurélia se pencha vers lui. « J'ai besoin de te poser une question, Gabriel, et j'ai besoin que tu sois honnête. » Il acquiesça prudemment. « Ta femme est-elle morte à cause de nos politiques ?» Il hésita, non pas par incertitude, mais à cause du poids émotionnel de la question. Finalement, il répondit « Oui ». Ce mot brisa quelque chose en elle. Elle détourna le regard, clignant rapidement des yeux. Je ne savais pas que mes décisions avaient autant d'impact. Il l'observa, surpris par la sincérité de sa voix. « Les personnes au sommet le savent rarement, » dit-il doucement, sans accusation, mais avec honnêteté. Aurélia expira, se stabilisant. « Alors, laissez-moi commencer à le savoir dès maintenant, aujourd'hui. » Leurs regards se croisèrent pendant plusieurs longues secondes. Dehors, la neige continuait de tomber, douce, implacable, recouvrant la ville de blanc. Aurélia raffermit sa résolution, qui s'installa sur elle comme une armure, reconstruite à partir de la vérité plutôt que du pouvoir. « Je ne peux pas changer le passé, » dit-elle doucement, « mais je peux décider ce que nous en faisons. » Sa voix portait un avertissement, une promesse, un commencement, et aucun d'eux ne savait que la vérité qu'elle était sur le point de découvrir allait à nouveau bouleverser leur vie. Aurélia ne dormit pas cette nuit-là. La ville, sous les fenêtres de son appartement-terrasse, vibrait du bruit lointain de la circulation, mais tout ce qu'elle entendait était le faible écho métallique de l'objet qu'elle avait tenu plus tôt, le son qui avait brisé 20 ans de souvenirs enfouis. Elle resta assise à la table de sa cuisine bien après minuit, tapotant du bout des doigts le bord de sa tablette, repassant dans sa tête tout ce que Gabriel avait dit dans la salle de conférence. Son père, sa femme, les médicaments refusés, les polices qu'elle avait signées sans réfléchir. Mon stylo avait-il vraiment causé autant de dégâts ?
Pour la première fois depuis des années, elle avait peur de la réponse. Elle se leva brusquement, attrapa sa tablette et composa un numéro sécurisé. « Evan », dit-elle lorsque son directeur juridique répondit d'une voix endormie. « J'ai besoin de tous les dossiers relatifs aux polices d'autorisation de médicaments de 2016. Des copies hors ligne, pas de journaux de serveurs. »« Maintenant » demanda-t-il incrédule. « Il est 1h du matin. Oui, maintenant. Je vais m'habiller. » À 3h du matin, elle était dans son bureau privé au siège social de Hayes Aurelia. Le bâtiment était sombre et silencieux, à l'exception du bourdonnement mécanique de la climatisation et du léger froissement des dossiers scellés apportés par son équipe juridique. Des piles de classeurs atterrirent sur son bureau. Rapports budgétaires, évaluation des risques, factures d'hôpital, courriels internes. Les documents semblaient plus lourds que du papier. Aurelia renvoya son personnel. Personne ne reste. Personne n'enregistre quoi que ce soit. Je lis seul. Ils obéirent. Personne ne discuta lorsqu'elle utilisa ce ton. Lorsque la porte se referma, elle s'assit et commença à lire. Les pages bruissaient doucement, délicatement, presque délicatement, mais chacune d'elles la touchait plus profondément. Elle lut le coût prévu du nouveau médicament, le lancement recommandé, les avertissements des médecins, la pression interne pour retarder l'autorisation. Puis elle arriva au formulaire qui lui serra la poitrine. Une simple directive retardant l'introduction de nouveaux traitements coûteux jusqu'au 4e trimestre, nécessitant des autorisations supplémentaires. Objectif, minimiser les dépenses, signé d'une main tremblante. Sa signature la fixait comme un fantôme. Elle murmura « Oh mon Dieu !» Elle pressa ses paumes contre ses yeux, le souffle coupé. Sa propre écriture avait contribué à décider qui vivrait et qui mourrait. Elle ne l'avait pas signé pour nuire à qui que ce soit. Elle l'avait signé parce que le conseil d'administration voulait un exercice financier plus propre, parce qu'elle faisait confiance aux analystes, parce qu'elle se disait qu'elle préservait la santé de l'entreprise. Mais le prix de ce silence, son silence était gravé dans la vie de Gabrielle comme une cicatrice. Elle saisit le dossier suivant. La date indiquée lui fit froid dans le dos. Cass Walker Lena, note de révision, retard dans l'approbation, médicament jugé non rentable, décès classé dans la catégorie des complications. La politique sous-jacente reflétait la directive de la direction. Sa main tremblait. Elle ferma le dossier. La pièce devint floue. Dans le silence étouffant, sa voix se brisa dans un murmure qui n'était destiné à personne. « C'est moi qui ai fait ça. C'est vraiment moi qui ai fait ça. » Plus tard dans la matinée, elle convoqua une réunion confidentielle du conseil d'administration. Les membres arrivèrent les uns après les autres, vêtus de costumes élégants. Penn, l'air irrité d'avoir été convoqué si tôt, affichait un air renfrogné. La voix du directeur financier Martin était sèche. « Aurelia, quelle est l'urgence ?» Elle lui tendit un dossier. « Voici l'urgence. » Il l'ouvrit. Son visage resta impassible. « Nous avons déjà vu cela. Ce sont d'anciens rapports, de vieilles décisions qu'elle avait corrigées et qui avaient coûté des vies. » Quelques membres du conseil se sont regardés. Claire, la directrice des relations publiques, s'est éclaircie la gorge avec précaution. « Aurelia, que suggérez-vous exactement ?»« Que nous assumions nos responsabilités, » a répondu Aurelia. « Que nous réexaminions les cas liés à ces politiques, que nous indemnisions les familles, que nous réécrivions le système de fond en comble. » Silence, puis rires incrédules du directeur financier Martin. « Vous voulez que nous avouions nos fautes ?» s'est-il moqué. « Avez-vous la moindre idée de ce que cela ferait à cette entreprise ? Au cours de l'action ? » « Je sais exactement ce que cela ferait, dit-elle, le regard froid et déterminé. Mais je suis plus préoccupé par ce que le fait de ne pas le faire a déjà causé. » Un avocat prit ensuite la parole. « Aurelia, je respecte votre idéalisme, mais c'est naïf. Vous ne pouvez pas réparer toutes les conséquences tragiques. Des gens meurent. Les maladies progressent. Les systèmes ont leurs limites. Et qu'en est-il des politiques ?» rétorqua Aurelia. « Celles qui ont retardé la mise sur le marché des médicaments. Celles que j'ai signées. » Lena, la directrice des relations publiques, se tortilla, mal à l'aise. Si cela venait à se savoir, nous aurions un scandale de grande ampleur. Les actionnaires se révolteraient, les médias nous démoliraient. Martin, le directeur financier, se cala dans son fauteuil, la voix empreinte de condescendance. Ou bien nous pourrions régler cela discrètement, proposer à cet homme un accord généreux. Il signe un accord de confidentialité. Nous passons à autre chose. Ces mots la transperçaient. « Passer à autre chose », répéta Aurelia doucement. « Sa femme est morte, et nous ne pouvons pas la ressusciter, » répondit-il simplement. « Mais nous pouvons contenir le récit.
Le conseil d'administration murmura son accord. Une logique froide. Le profit d'abord, le contrôle des dégâts ensuite, l'éthique complètement absente de la liste. Aurélia regarda autour de la table, sentant la distance entre elle et eux comme un mur. « Vous parlez de Gabriel comme s'il était un handicap, dit-elle. Il a sauvé la vie de ma sœur. Il a sauvé votre PDG. Sans lui, je ne serais pas assise ici. » Martin haussa les épaules. « Et il sera payé en conséquence. » Cette cruauté désinvolte lui noua l'estomac. « Et sa fille ?» demanda-t-elle. Chloé Walker, 7 ans, s'est vue refuser un traitement à cause d'une politique qui profitait à ce conseil d'administration. Quelqu'un marmonna. « Nous ne sommes pas responsables de chaque refus d'assurance. » Aurélia frappa du poing sur la table, un rare élan d'émotion qu'aucun d'entre eux n'avait jamais vu. « Vous êtes responsable lorsque le refus provient d'un système que vous avez mis en place sous mon nom. » La salle se figea. Les minutes passèrent, les arguments fusèrent puis s'éteignirent. Des propositions furent faites puis rejetées. Finalement, le conseil d'administration refusa ces suggestions. Ce qu'il n'a toutefois pas refusé, c'est ceci. « Faites venir Gabriel Walker au service des relations publiques, » dit Lena d'un ton suave. « Nous lui proposerons un accord et un accord de confidentialité. C'est la procédure habituelle. » Le pouls d'Aurélia s'accéléra. « Ce n'est pas ce qu'il veut. Ce n'est pas la question, » répondit Martin. « C'est ce qui nous protège. » Ils ajournèrent de la réunion peu après, laissant Aurélia seule dans la salle de conseil vide, la ville s'étendant sous les fenêtres comme un monde qu'elle ne reconnaissait plus. Son téléphone vibra pour lui signaler la confirmation d'un rendez-vous avec Gabriel Walker prévu à 15h pour négocier. Aurélia fixa le message, les mâchoires serrées. Sa voix n'était qu'un murmure à peine audible dans la grande pièce. Ils vont essayer d'acheter son silence. Elle ferma les yeux et il va l'entendre. Et il l'entendit. Au coin du couloir, un agent d'entretien avait oublié de fermer complètement la porte du local d'entretien, ce qui permit à Gabriel, qui passait à ce moment-là, d'entendre juste assez de la conversation des membres du conseil pour comprendre exactement ce qu'il comptait lui faire. Il serra la sangle de son sac. Sa voix, basse et amère, résonna dans le couloir vide. « Voilà donc ce que je suis pour eux. » Gabriel ne se souvenait pas avoir marché du couloir à la salle de négociation. Ses pieds bougeaient, mais son esprit restait bloqué sur les voix qu'il avait entendues. Chuchotées, sèches, empreintes d'un sentiment de droit. Réglez ça discrètement. NDA. Contrôler le récit, comme s'il était une tâche, un problème, un handicap, et non un père portant le poids d'un enfant qui ne pouvait pas respirer. Lorsqu'il arriva à la porte, une assistante raffinée l'accueillit avec un sourire répété qui ne touchait pas ses yeux. « Monsieur Walker. »« Par ici ?» dit-elle doucement, en ouvrant la porte comme si elle l'accompagnait à un rendez-vous dans un spa plutôt qu'à un piège tendu par l'entreprise. La pièce semblait trop propre, trop confortable, des sièges moelleux, un éclairage chaleureux, une vue sur les toits de la ville qui semblait conçue pour apaiser et manipuler. Une longue table le séparait du groupe de personnes qui attendaient de l'autre côté. Un avocat en costume gris ardoise, une responsable des relations publiques avec un classeur brillant et un homme au sourire si fin qu'il semblait peint. « Non, Aurélia, bien sûr qu'elle n'est pas là. » Il sentit la déception le frapper plus fort qu'il ne l'avait prévu. La responsable des relations publiques commença la première, d'un ton soigneusement neutre. « Monsieur Walker, merci d'être venu. Nous savons que la situation a été difficile pour vous. » Gabriel ne dit rien. Elle continua. « Nous voulons nous assurer que vous et votre fille bénéficiez du soutien dont vous avez besoin. Notre entreprise est prête à vous proposer un règlement financier qui devrait largement couvrir les frais médicaux de Chloé dans un avenir prévisible. » Elle fit glisser une enveloppe impeccable sur la table. Elle fit un léger bruit. Trop léger, trop lisse, trop faux. Gabriel ne la toucha pas. L'avocat s'éclaircit la gorge. Vous trouverez l'indemnisation très importante et, en contrepartie, vous accepterez de ne pas discuter des détails du cas de votre femme, ni de toute question liée à la demande de votre fille. Le responsable des relations publiques ajouta rapidement que la protection de la vie privée médicale était importante pour les deux parties. Il faillit éclater de rire. La vie privée. C'est ainsi qu'ils appelaient le silence. Il regarda à nouveau l'enveloppe, non pas l'argent qu'elle contenait, mais ce qu'elle représentait. Le prix de la douleur, une somme d'argent pour le chagrin, un marché pour le silence. Sa voix était calme lorsqu'il prit la parole. « Vous voulez acheter la vérité ?» L'avocat serra les mâchoires. « Nous préférons le terme « résolution ». Et qu'en est-il de la justice ?» demanda Gabriel. La responsable des relations publiques croisa calmement les mains. Dans ce genre de situation, une conclusion pacifique est la meilleure solution pour tout le monde. « Tout le monde », répéta-t-il doucement.
ou seulement ceux qui ont peur des gros titres. Son expression se crispa. Gabriel se pencha en avant, posant ses mains sur la table. Je sais ce qui s'est dit dans le couloir. Une vague de tension parcourut le panel. Il continua, d'une voix calme mais ferme. Vous ne me voyez pas. Vous ne voyez pas ma fille. Vous ne voyez pas la mort de ma femme. Tout ce que vous voyez, c'est un facteur de risque. Monsieur Walker, l'avocat commença. Non, Gabriel l'interrompit en levant la main. Arrêtons de faire semblant. La pièce devint silencieuse. Il prit l'enveloppe, non pas pour l'ouvrir, mais pour la repousser sur la table d'un geste ferme et délibéré. Je ne veux pas de votre argent, dit-il. Je ne veux pas d'accord de confidentialité ni de contrôle des dommages. Je veux un système qui ne traite pas les gens comme des statistiques. PR inspira lentement, retrouvant son masque corporatif. Vous devriez peut-être réfléchir attentivement avant de refuser une offre aussi généreuse. Je ne refuse pas la générosité, dit Gabriel. Je refuse la lâcheté. L'avocat tenta une autre tactique. Monsieur Walker, si vous refusez cette offre, nous n'aurons d'autre choix que de passer par les voies officielles. Le résultat pourrait ne pas vous être favorable. Gabriel sentit quelque chose en lui s'apaiser enfin, une clarté qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. « J'ai déjà perdu ma femme », dit-il doucement. « Vous ne pouvez rien me prendre qui ait plus d'importance que cela. » La porte s'ouvrit brusquement. Tout le monde se retourna. Aurélia entra. Son expression n'était pas posée. Elle n'était pas répétée. Elle n'était pas professionnelle. Elle était furieuse. Ce qu'elle dit, d'une voix calme et tranchante comme du verre brisé, se passe ici. Le responsable des relations publiques se leva rapidement. Madame Hayes présentait simplement à Monsieur Walker un dédommagement. Aurélia termina pour elle. Un accord de confidentialité, un bâillon. L'avocat se raidit. Avec tout le respect que je vous dois, Madame Hayes, le conseil d'administration a donné son accord. Je me fiche de ce que le conseil d'administration a approuvé, dit Aurélia. Je n'ai pas autorisé cela, et vous ne parlez pas en mon nom. Un silence glacial s'installa autour de la table. Elle se dirigea droit vers Gabriel, ses talons claquant avec une précision contrôlée. Mais plus elle s'approchait, plus il voyait la tempête derrière ses yeux. « Monsieur Walker, dit-elle doucement, je ne savais pas qu'ils avaient prévu cela. Il la croyait, il ne savait pas pourquoi, mais il la croyait. » L'avocat tenta de reprendre le contrôle. « Madame Hayes, avec tout le respect que je vous dois, nous devons gérer l'exposition de l'entreprise. » Elle se tourna vers lui avec un regard qui aurait pu geler le feu. « Vous parlez d'un homme qui a sauvé la vie de ma sœur. Vous parlez d'un père dont l'enfant souffre à cause de nos politiques. Si vous le qualifiez à nouveau d'exposition, vous serez escorté hors de ce bâtiment sans votre badge de sécurité. Est-ce clair ?» La pièce devint silencieuse. Personne n'osait respirer. Aurélia se tourna à nouveau vers Gabriel. « Vous méritez mieux que cela. Mieux que cette salle, ces gens, ces tactiques. » Elle regarda la table, l'enveloppe, le contrat de confidentialité. Quelque chose en elle se tordit douloureusement. Ce n'est pas ce que je veux être, et ce n'est pas ce que cette entreprise devrait être. Pendant un instant, la pièce sembla plus petite, plus douce, plus honnête. Gabriel expira lentement. « Je ne suis pas ici pour me venger, » dit-il. « Je veux juste que les choses changent. » Aurélia acquiesça d'un murmure à peine audible. « Alors je vais le faire. Je vais régler ça. Même si je dois me battre contre toutes les personnes assises à cette table. » La responsable des relations publiques déglutit. « Madame Hayes, le conseil d'administration ne vous soutiendra pas. » « Alors, le conseil d'administration apprendra à suivre, » répondit-elle. Gabriel la regarda. Pas la PDG, pas la cadre raffinée, mais la femme qui avait pleuré pour sa sœur il y a 20 ans. « Et maintenant ?» demanda-t-il. Aurélia fixa l'accord de confidentialité, l'enveloppe, la peur dans les yeux de son personnel. Puis elle prononça les mots qui allaient tout changer. « Maintenant, nous allons cesser de nous cacher et commencer à dire la vérité. » Sa voix résonna dans la pièce silencieuse. Les employés échangèrent des regards tendus et paniqués. Gabriel ne sourit pas, mais quelque chose bouillonnait dans sa poitrine. Pas de la confiance, pas encore, mais une possibilité. Et cela, après tout ce qui s'était passé, suffisait à précipiter l'histoire dans sa prochaine tempête inévitable. Le lendemain de cette réunion désastreuse, Aurélia se retrouva à côté d'une berline garée qui ne lui appartenait pas. Pas de chauffeur, pas de vitres teintées, pas d'intérieur luxueux, une simple voiture de location, sans marque, sans prétention. Elle ne savait pas vraiment pourquoi elle ressentait le besoin de se cacher, mais quelque chose lui semblait déplacé dans le fait de se présenter dans le quartier de Gabriel en limousine. Mal à un point qu'elle pouvait ressentir dans ses tripes. Elle s'assit un instant, les mains sur le volant, inspirant lentement. L'odeur du cuir vieilli emplissait l'habitacle.
tellement différent de l'odeur stérile de son bureau. « Tu dois le faire », se dit-elle. Pas en tant que PDG, pas en tant que personne essayant de réparer un gâchis, mais en tant qu'être humain. Elle sortit de la voiture. Immédiatement, le monde lui sembla différent. Pas de marbre poli, pas de tour de verre, pas de température soigneusement contrôlée. Ici, l'air transportait le parfum léger du béton humide et de la lessive qui s'échappait des fenêtres ouvertes. Des enfants riaient quelque part à sa gauche, pieds nus, courant sur le trottoir froid sans se soucier du monde. Un groupe de résidents plus âgés était assis sur les marches d'un immeuble, discutant tranquillement, émitouflés dans d'épaisses vestes. Les gens la remarquaient, même s'ils ne la fixaient pas du regard. Une femme vêtue d'un tablier de cuisine s'est arrêtée au milieu de son balayage. Deux adolescents baissèrent le volume de leur musique pendant 1 seconde. Un homme qui balayait le trottoir leva les yeux, le front plissé. Elle sentait le poids de leur curiosité. Elle n'était pas habillée de manière extravagante, mais la richesse se voit même quand on essaie de la dissimuler. Elle se reflète dans la posture, la voix, la façon de se déplacer. Elle continua néanmoins d'avancer. Un petit couloir menait à l'appartement dont Gabriel lui avait donné le numéro. Elle s'arrêta devant la porte. La peinture était écaillée et le cadre légèrement déformé par des années d'humidité. Son cœur battait à tout rompre. Elle frappa. Un instant plus tard, elle entendit un léger frottement. Puis la porte s'entr'ouvrit. Le visage de Gabriel apparut dans l'interstice. Il avait l'air fatigué, plus fatigué que la veille. Le genre de fatigue qui vient des combats que personne ne voit. « Madame Hayes, dit-il prudemment. « C'est inattendu. Puis-je entrer ?» demanda-t-elle d'une voix calme, juste pour parler. Pas d'avocat, pas de dossier, pas d'ordre du jour. Il l'observa longuement avant de s'écarter. « D'accord, dit-il. » Elle entra. Le contraste avec son monde la frappa immédiatement. L'appartement était petit, 2 pièces, un mobilier modeste, une légère odeur de vieille moquette mêlée à quelque chose de chaud et de réconfortant. Mais il était propre, bien pensé, plus ordonné que beaucoup d'appartements qu'elle avait visités. Une petite table supportait une photo encadrée de sa défunte épouse, jeune, les yeux brillants, tenant un bébé enveloppé dans une couverture en polaire. Sur une autre étagère, des crayons de couleur et des livres de coloriage soigneusement rangés laissaient entrevoir l'univers de Chloé. Aurélia observa tout cela avec une respectueuse admiration. Depuis le couloir, une voix douce appela « Papa Chloé !» et apparut au coin de la pièce. Des bras minces, des yeux doux, le souffle encore un peu court, mais plus régulier qu'auparavant. Elle serrait dans sa main un crayon de couleur usée. Aurélia s'adoucit instantanément. « Bonjour ma chérie !» Chloé la fixa du regard. « Tu es la patronne de papa ?» La question la toucha plus qu'elle n'aurait dû. Gabriel s'éclaircit la gorge. « C'est quelqu'un qui essaie d'aider. » Chloé réfléchit à cela, puis s'avança. « Tu aimes colorier ?» Aurélia cligna des yeux. « Je ne suis pas très douée pour ça. »« Ce n'est pas grave, » dit Chloé. « Papa non plus. » Gabriel eut un petit rire. Elle n'a pas tort. Aurélia esquissa un sourire sincère et spontané. « Alors tu pourrais peut-être m'apprendre. » Chloé acquiesça et retourna dans son petit coin où des feuilles de dessin à moitié terminées étaient éparpillées sur un vieux tapis. Aurélia la suivit du regard, puis se retourna vers Gabriel. « Elle est merveilleuse. »« C'est vrai, » dit-il doucement. « Elle est ce qu'il y a de mieux dans ma vie. » Un silence s'installa doucement entre eux, plus chaleureux que celui de la salle de réunion, plus calme que celui des couloirs de l'hôpital. Aurélia s'assit sur le canapé, lissant soigneusement son manteau. « Merci de m'avoir permis de venir. » Gabriel s'assit en face d'elle. « Pourquoi es-tu ici, Aurélia ? Vraiment ?» Elle prit une inspiration. « J'ai réalisé que j'avais passé la majeure partie de ma vie à regarder la ville d'en haut. » Son regard balaya la pièce. « Mais je ne suis jamais entré dans les lieux où les conséquences de mes décisions se font réellement sentir. » Gabriel absorba ses paroles. « Je ne te juge pas, je t'écoute simplement. » Aussi, elle poursuivit. « Je suis venu parce que j'avais besoin de voir ce que ma signature avait touché. J'avais besoin de comprendre qui vous êtes et je devais vous présenter mes excuses, non pas en tant que PDG, mais en tant que personne qui vous doit plus que je ne pourrai jamais vous rendre. » L'expression de Gabriel s'adoucit légèrement. « Et vous n'avez pas amené de garde du corps ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Ils auraient rendu cela faux. Je ne voulais pas de barrière. » Chloé s'approcha à nouveau, tenant un dessin. « C'est ma maman. » Le cœur d'Aurélia se brisa. Le dessin était simple, avec des bonhommes allumettes et des sourires dessinés à la main. Mais l'amour qu'il exprimait était indéniable. Aurélia s'agenouilla à côté d'elle. « Elle est magnifique. » Chloé rayonna, puis courut chercher d'autres dessins. Gabriel observa la scène, quelque chose changeant dans son regard. Elle ne s'ouvre pas à beaucoup de gens. Aurélia leva les yeux.
Je ne prendrai pas cela à la légère. Il acquiesça, les bras croisés, protecteur sur ses gardes, mais moins seul. Elle expira. Gabriel, tout à l'heure, tu as dit que tu ne voulais pas d'argent. Tu voulais un système qui fonctionne. Moi aussi, je veux ça. Je ne savais simplement pas à quel point il fallait le réparer. Il haussa un sourcil. Tu es sérieuse, plus que je ne l'ai jamais été à propos de quoi que ce soit, répondit-elle. Il frotta son pouce le long du bord de son genou. Tu sais que le conseil ne te facilitera pas la tâche. Aurélia sourit faiblement. Je n'ai pas besoin que ce soit facile. J'ai besoin que ce soit juste. Puis, elle ajouta plus doucement. Il y a quelqu'un qui voudra te voir. Quelqu'un qui a attendu 20 ans. Gabriel leva brusquement les yeux. Anna Aurélia acquiesça. Elle n'a jamais oublié le garçon qui l'a sorti du feu. Quand je lui ai dit que je t'avais trouvé, elle a dégluti. Elle a pleuré. Il se pencha lentement en arrière, absorbant le poids inattendu de cette nouvelle. Je ne l'ai pas sauvée pour qu'elle me soit reconnaissante. Je sais, dit Aurélia, et c'est exactement pour ça qu'elle veut te voir. Chloé réapparut soudainement, tirant sur la manche d'Aurélia. Tu veux t'asseoir à côté de moi? Je t'ai gardé une place. Aurélia cligna rapidement des yeux, prise entre des émotions qu'elle ne savait pas nommer. Gabriel s'éclaircit la gorge. Tu n'es pas obligée, j'en ai envie, murmura-t-elle. Elle se dirigea vers le tapis et s'assit à côté de Chloé, les jambes repliées maladroitement sur le sol. Chloé lui tendit immédiatement un crayon de couleur. Aurélia le tint comme s'il s'agissait d'un objet sacré. Gabriel l'observait, ses défenses s'affaiblissant, s'adoucissant prudemment, avec circonspection. Pour la première fois, il ne voyait pas une PDG. Il voyait une femme qui essayait de descendre du gratte-ciel de sa propre culpabilité et de le rencontrer là où il vivait, sans jugement, sans armure, sans se cacher derrière le pouvoir. Une femme qui essayait de faire quelque chose de bien. Lorsque Chloé gloussa en voyant le coloriage bancal d'Aurélia, quelque chose de chaud vacilla dans la poitrine de Gabriel, quelque chose de dangereux, quelque chose d'espoir. Et quand Aurélia leva les yeux du sol, son regard croisa celui de Gabriel avec une expression qu'il n'avait jamais vue sur son visage. Le chapitre de deux mondes séparés commença enfin à se confondre. Le café n'avait rien à voir avec les salles de réunion et les bureaux vitrés qui façonnaient la vie d'Aurélia. Il sentait la cannelle, le vieux bois et le goutte-à-goutte lent d'une cafetière qui avait survécu à plusieurs propriétaires. Les fenêtres étaient embuées par le froid extérieur, transformant le monde en ombre douce. Gabriel arriva le premier et tint la porte ouverte pour laisser Aurélia entrer à ses côtés. Son souffle formait des nuages dans l'air frais, mais elle ne semblait pas s'en apercevoir. Son regard parcourait la pièce, cherchant quelque chose, nerveux d'une manière qu'il n'avait jamais vue. Puis, la clochette au-dessus de la porte tinta. Anna entra. Son manteau était vieux mais soigneusement raccommodé. Ses cheveux étaient tirés en arrière en une simple tresse, mais ses yeux, bruns, doux et inquisiteurs, gardèrent le souvenir de quelqu'un qui avait passé toute sa vie à se poser des questions sur un garçon dans la fumée. Quand elle vit Gabriel, elle se figea. Elle porta une main à sa bouche comme pour retenir un sanglot. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. « C'est vraiment toi !» Gabriel se leva lentement. Le café autour d'eux disparut. D'une certaine manière, il se sentit à nouveau âgé de 17 ans, toussant, tremblant, berçant un enfant terrifié dans ses bras. Anna fit un pas en avant, tremblante. « J'ai imaginé ce moment pendant 20 ans, dit-elle. Je me suis toujours demandé ce que je dirais. Mais maintenant que tu es là, je ne sais pas quoi dire. » Gabriel déglutit. « Tu n'as rien à dire. » Mais elle le fit. « Merci, murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Tu m'as sauvé la vie, dit-elle en l'enlaçant. » Il se raidit d'abord, puis lui rendit son étreinte doucement, prudemment. Aurélia regardait, une main pressée contre sa poitrine, l'émotion montant comme une marée qu'elle ne pouvait arrêter. Ils s'installèrent dans une banquette dans un coin. Le bourdonnement des conversations remplissait l'arrière-plan, mais leur monde semblait clos, intime. Anna se pencha en avant. « J'ai fait des cauchemars pendant des années, de la fumée, de la chaleur, le sentiment d'être piégée. Mais la seule chose qui m'aidait à me calmer, c'était de me souvenir que tu m'avais porté pour me sortir de là. » Gabriel expira doucement. « Je suis heureux que tu t'en sois sorti. C'est tout ce qui comptait. » Les yeux d'Anna brillaient. « Tu as disparu avant que nous puissions te remercier. Je te cherchais dans la foule. » Elle sourit tristement. « En fait, tu vivais simplement ta vie, et je ne savais pas que ta vie s'effondrait à cause de nous. » Gabriel secoua la tête. « Ce n'était pas à cause de vous. » Aurélia tressaillit, car elle savait que la vérité n'était pas aussi simple. Anna tendit la main vers lui. « Si je peux faire quoi que ce soit, dis-le-moi. » Il retira doucement sa main, sans la repousser, mais simplement pour se recentrer. « Aide simplement ta sœur. »
Elle mène des combats qu'elle ne devrait pas mener seule. Aurélia eut le souffle coupé. Gabrielle. Mais avant qu'elle n'ait pu parler, la télévision du café se mit à scintiller et un bandeau d'informations d'urgence apparut à l'écran. Liv Hayes, Aurélia, PDG, tient une conférence de presse d'urgence. Tous trois se retournèrent. Aurélia regarda en silence, stupéfaite, l'écran qui diffusait en direct son visage depuis l'auditorium de l'entreprise où un podium et des microphones l'attendaient. Son cœur se mit à battre à tout rompre. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Gabrielle. « Je n'ai pas autorisé de conférence de presse », murmura Aurélia. Anna se leva brusquement. « Aurie, le conseil d'administration a dû l'imposer. » Le volume de la télévision augmenta tout seul, contrôlé par le personnel du café, penché en avant derrière le comptoir. La voix enregistrée d'Aurélia résonna dans la pièce. « Bonjour, je suis ici aujourd'hui pour parler ouvertement des décisions prises sous ma direction. » Aurélia resta bouche bée. « Non, ils utilisent un ancien extrait. » La directrice des relations publiques apparut à la tribune avec un sourire crispé. « Comme Madame Hayes a été soumise à un stress énorme, dit-elle d'un ton suave, elle ne répondra pas aux questions aujourd'hui. Mais nous aimerions aborder les rumeurs récentes. » Les yeux d'Aurélia s'écarquillèrent. « Ils vont déformer les faits. Ils vont tout enterrer. » Gabrielle se leva. « Allons-y. » Ils arrivèrent au siège social sous les flashs frénétiques des appareils photos des journalistes. Les micros clignotaient dans l'air froid comme de minuscules explosions. Les agents de sécurité retenaient la foule, mais l'air bourdonnait d'accusations. « Madame Hayes, avez-vous falsifié des données médicales? Est-il vrai que la famille Walker a intenté un procès? Allez-vous démissionner? L'entreprise fait-elle l'objet de poursuites pénales ?» Aurélia ne s'arrêta pas de marcher. Gabrielle la suivait comme un bouclier silencieux. À l'intérieur de la salle de réunion, c'était le chaos. Les membres faisaient les 100 pas, criaient tous en même temps. Des papiers étaient éparpillés. Le directeur des relations publiques essayait de contrôler la conversation, mais rien ne ressemblait à du contrôle. Quand Aurélia entra dans la pièce, l'atmosphère devint tendue. Le directeur financier Martin s'éclaircit la gorge. « Aurélia, c'est inattendu. Nous ne nous attendions pas à ce que vous teniez une conférence de presse sans moi, dit-elle. « C'était nécessaire, rétorqua le directeur des relations publiques. Nous devions atténuer les risques. Vous étiez sous le coup de l'émotion. » Sa voix se fit plus aiguë. « Émotive ? » ?»« Oui, répondit Martin. Nous ne pouvons pas vous laisser agir de manière impulsive. Nous devons protéger l'entreprise. » Aurélia se dirigea vers le bout de la table. Puis elle fit la seule chose qu'aucun PDG ne fait jamais en situation de crise. Elle alluma les microphones. Toute la salle se figea. Aurélia PR siffla. « Que faites-vous » Elle regarda Gabrielle, imperturbable, puis se tourna vers le conseil. « J'en ai assez de me cacher, dit-elle. J'en ai assez de choisir le silence. » Les membres se précipitèrent vers les micros. Elle leva la main. « Asseyez-vous. » Sa voix claqua comme un coup de fouet. Ils obéirent. Elle parla clairement, d'une voix qui semblait porter le poids d'une confession attendue depuis 20 ans. « Il y a des années, j'ai signé des politiques qui ont retardé l'approbation de traitements vitaux. À l'époque, je pensais que c'était une décision financière responsable. Je pensais que cela renforcerait l'entreprise. » Elle déglutit. « J'avais tort. » Des murmures éclatèrent, mais elle continua. « Ces politiques ont contribué à des décès qui auraient pu être évités, notamment celui de la femme de Gabrielle Walker. » Elle fit un geste vers lui, l'homme qui avait sauvé la vie de ma sœur. Un choc parcourut la salle. Martin faillit s'étouffer. « Vous ne pouvez pas dire cela publiquement. Je viens de le faire. » Aurélia posa ses paumes à plat sur la table. « Je vais rouvrir tous les dossiers concernés par ces politiques. Chaque refus, chaque traitement retardé. » La salle explosa. Les voix s'élevèrent. Les menaces fusèrent. « Vous allez nous détruire. Les actionnaires vont vous renvoyer. C'est suicidaire pour votre carrière. » Aurélia éleva la voix au-dessus du chaos. « Mieux vaut ma carrière qu'une autre vie. » Le silence s'abattit comme un rideau tombé. Elle baissa la tête pendant un instant, puis la releva. « Cette entreprise va changer à partir de maintenant. » Avant que quiconque puisse répondre, son téléphone vibra violemment. Elle répondit. La voix d'une infirmière grésilla dans le haut-parleur. « Madame Hayes, c'est les urgences. Chloé Walker, elle est ici. Elle fait une crise grave. » Le monde de Gabrielle bascula. Le téléphone glissa de sa main. Son souffle se brisa en 1000 morceaux. L'infirmière continua, d'une voix pressante. « Nous faisons tout notre possible, mais vous devez venir immédiatement. » Aurélia et Gabrielle se regardèrent dans les yeux. Puis ils sortirent en courant de la salle de réunion, traversèrent le couloir, passèrent par le hall d'entrée et se retrouvèrent dans le froid comme il y a 20 ans. Ils couraient vers un autre incendie. L'hôpital sentait l'antiseptique et les pas précipités. Chaque couloir bourdonnait d'activité.
Les infirmières criaient des ordres, les brancards roulaient, les téléphones sonnaient. Mais tout ce que Gabriel pouvait entendre, c'était la respiration de Chloé dans sa mémoire, ce sifflement faible et fragile qui avait hanté chaque nuit de sa vie. Il poussa les portes des urgences, le cœur battant à tout rompre, les mains tremblantes. Aurélia était juste à côté de lui, suivant presque son rythme, ses talons frappant le carrelage en battements irréguliers et aigus. Elle n'était plus la PDG de Hayes Aurélia. Elle n'était même plus la femme définie par son assurance et son pouvoir. Elle était simplement un être humain courant vers un enfant qui comptait pour elle. Une infirmière reconnut Gabriel immédiatement. Elle est stable pour le moment. Elle a réagi aux nouveaux médicaments. Gabriel faillit trébucher de soulagement. Un nouveau médicament? Mais ce médicament n'existait pas. Il a été approuvé la semaine dernière, dit l'infirmière, et mis en circulation hier, grâce à une directive d'urgence de la direction. Gabriel regarda Aurélia. Elle semblait aussi bouleversée que lui. L'infirmière les dirigea vers une petite chambre où Chloé était allongée, recroquevillée sur le côté, des tubes à oxygène délicatement fixés à ses joues. Sa respiration était régulière, rythmée. Ses petites mains agrippaient le bord du manteau rose posé sur ses genoux. Gabriel s'approcha, tous les sons s'estompant à l'exception du mouvement doux et régulier de sa poitrine. Elle va bien, elle va vraiment bien. Ses genoux se dérobèrent sous lui et il s'assit sur la chaise à côté de son lit. Il prit sa petite main dans la sienne et lui caressa les jointures du pouce. « Papa » murmura-t-elle sans ouvrir les yeux. « Je t'ai fait peur ?» Il laissa échapper un petit rire, brisé et soulagé. « Plus que tu ne peux l'imaginer, ma chérie. » Aurélia s'attarda dans l'embrasure de la porte, observant le père et la fille avec une tendresse qu'elle ne savait exprimer avec des mots. Elle essuya rapidement une larme sur sa joue et entra dans la chambre. Chloé ouvrit les yeux. « Bonjour, mademoiselle Aurélia. » Aurélia s'agenouilla près du lit et posa doucement sa main sur le bras de Chloé. « Bonjour, petite courageuse. Tu nous as tous fait très peur. » Chloé esquissa un léger sourire. « Papa courait. Il courait, » murmura Aurélia. « Moi aussi. » Plus tard dans la nuit, alors que Chloé était tombée dans un sommeil profond et que l'hôpital s'était calmé, Gabriel sortit de la chambre et trouva Aurélia qui attendait près des distributeurs automatiques. Le bourdonnement des néons au-dessus d'eux remplissait le silence. Ils se tenaient à quelques mètres, les bras légèrement croisés, encore marqués par la panique dans chacun de ses muscles. « Vous l'avez sauvé », dit-il doucement. Aurélia secoua la tête. « Non, ce sont les médecins qui l'ont sauvé. C'est toi qui as fait adopter cette politique, » rétorqua-t-il. « Si cela s'était produit il y a une semaine, si elle avait eu besoin de ce médicament à ce moment-là. » Sa voix se brisa. Aurélia leva les yeux vers lui. Son expression était douce et brisée. « Gabriel, je ne l'ai pas fait par culpabilité ou pour redorer mon image. Je l'ai fait parce que c'était la bonne chose à faire. Quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. » Il ne répondit pas. Le silence s'étira. Pas hostile, juste rempli de choses qui n'avaient pas besoin d'être précipitées. Puis il dit « Je t'ai vu aujourd'hui. Pas la PDG, pas la membre du conseil d'administration. Juste toi. » Il fit une pause. « Tu t'es battue pour elle. » Aurélia eut le souffle coupé. « Je me battrai encore pour elle. » Elle n'ajouta pas « Et je me battrai aussi pour toi. » Mais les mots étaient là, dans sa voix, dans ses yeux. Quelques mois plus tard, la ville se réchauffa. L'hiver fit place au printemps. Et avec lui vinrent le changement, le calme, la patience, la stabilité. Une nouvelle enseigne lumineuse fut installée sur un modeste bâtiment en briques près du centre-ville, l'Anna & Chloé Community Care Center, soutenu par le fonds Hayes Aurélia pour l'équité médicale. À l'intérieur, l'air sentait légèrement la peinture fraîche et l'espoir. Gabriel se tenait près de la réception, serrant la dernière vis d'une chaise remise à neuf. Ses mains étaient plus fermes ces derniers temps. Ses épaules portaient moins de poids. Il portait la même veste, mais quelque chose en lui semblait plus grand. Chloé courait dans la pièce en riant à bout de souffle, mais sans crainte, ses poumons étant désormais plus forts, sa respiration plus régulière et plus longue à chaque seconde qui passait. Anna était dans le bureau d'accueil, occupée à remplir des formulaires d'admission, fredonnant pour elle-même, sa tresse se balançant à chaque pas. Les gens affluaient, des familles, des personnes âgées, des parents célibataires, des gens qui vivaient au jour le jour. Et Gabriel se surprit à offrir plus que des réparations. Il offrait du réconfort, des conseils, le genre de présence constante qui faisait que les gens se sentaient considérés. Il était à sa place, ici. Aurélia arriva en retard ce matin-là, portant un sac en papier aux plis irréguliers d'où s'échappait un léger parfum de cannelle. Chloé la repéra la première. « Madame Aurélia, vous avez apporté les biscuits rigolos ?» Aurélia rit. « Je préfère le terme « fait maison ».
Gabrielle s'approcha, s'essuyant les mains sur un chiffon. « Vous les avez vraiment fait vous-même » ?« Oui, répondit-elle timidement. Je ne les ai pas brûlés cette fois-ci. » Il haussa un sourcil. Impressionnant. Elle lui donna un petit coup d'épaule dans un geste familier et détendu. Toutes les réussites ne sont pas professionnelles. Gabrielle sourit, un sourire doux et intime qu'il ne réservait qu'à quelques personnes. Chloé tira Aurélia par la main. « Nous t'avons gardé une place pour le discours de papa. » Aurélia cligna des yeux. « Gabrielle va faire un discours. » Gabrielle rougit. « Ce n'est pas un discours, juste un mot de bienvenue. » Anna passa, souriante. Il répète depuis des jours. « Un peu de soutien serait le bienvenu, » marmonna-t-il. Aurélia posa une main sur son bras. « Tu seras formidable. » Il la regarda, non pas pour son titre ou son pouvoir, mais avec quelque chose de plus profond que de la gratitude. Ce n'était peut-être pas encore de l'amour, mais c'était quelque chose qui pouvait le devenir, quelque chose de mérité, non forcé, quelque chose de réel. Plus tard, alors que la foule s'installait sur des chaises dépareillées, Gabrielle s'avança vers l'avant de la salle. Il s'éclaircit la gorge. « Merci à tous d'être ici, » dit-il. « Ce centre n'est pas une œuvre de charité. Il est synonyme d'équité et de seconde chance. » Il fit une pause, les yeux rivés sur Chloé et Aurélia, et parfois, il s'agit de se sauver les uns les autres. Quelques personnes acquiescèrent. D'autres essuyèrent discrètement leurs larmes. Il poursuivit. Cet endroit existe parce que des gens ont décidé d'arrêter de prétendre que le système fonctionnait pour tout le monde. Parce que nous avons réalisé que chaque vie a de la valeur, que vous puissiez vous offrir la meilleure assurance ou que vous viviez dans la précarité. Sa voix se stabilisa. Nous construisons quelque chose de nouveau, quelque chose qui mérite les personnes qui franchissent ces portes. Aurélia le regardait, le cœur plein et les yeux brillants. Il termina doucement. Ce centre est pour nous tous, car tout le monde mérite de respirer librement. Des applaudissements chaleureux et sincères s'élevèrent. Chloé se précipita dans ses bras. Anna essuya une larme. Aurélia se tenait près de lui, sa présence le rassurant plus doucement que les mots ne pourraient jamais le faire. Alors que la pièce se remplissait de bavardages et de rires étouffés, Aurélia se pencha vers lui. « Tu sais, » murmura-t-elle, « il y a 20 ans, tu as sauvé ma sœur d'un immeuble en feu. » Il acquiesça. « Et maintenant, » murmura-t-elle, « tu m'as sauvé d'un autre type de feu. » Gabrielle eut le souffle coupé en comprenant le sens de ses paroles. Peut-être dit-il doucement, « Nous sommes destinés à continuer à nous sauver l'un l'autre. » Aurélia lui prit la main, sans dramatisme, sans ostentation, simplement, avec sincérité. Et ce simple contact suffit à guérir quelque chose. Pas le passé, mais les éléments qui contiennent le plus. Le genre de guérison qui s'installe lentement, doucement, entre deux personnes qui avaient toutes les raisons d'abandonner, mais qui ne l'ont pas fait. Le genre qui transforme la douleur en détermination, la perte en espoir, l'étrangeté en quelque chose qui s'apparente au destin.